Alors bonsoir et bienvenue à cette soirée spéciale autour de l'Université Hearst, une magnifique université dans le nord de l'Ontario. Mon nom est Jacques-Henri Gagnon et je suis délégué aux affaires universitaires et à la coopération scientifique à l'ambassade du Canada. Alors, la soirée va se dérouler de façon très simple. On va regarder une petite vidéo sur Avantage Ontario, puisque les universités francophones en Ontario, il n'y a pas juste des universités francophones au Québec, il y a des universités francophones aussi, donc je veux dire partout au Canada. Et celles en Ontario, donc, se sont regroupées dans un consortium qui s'appelle Avantage Ontario. Donc, on va commencer par regarder cette petite vidéo et après, donc, je vais vous présenter les intervenants de l'Université Hearst. Et à la toute fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et si c'est possible, pendant la présentation, donc je vais essayer de répondre. Si je n'ai pas la réponse, ce qui est fort possible aussi, ben à ce moment-là, je laisserai les intervenants donc répondre à la fin. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation du petit film d'Avantage Ontario. Bonjour et bienvenue. Avantage Ontario est fier de pouvoir participer à ce webinaire offert avec l'appui de ses partenaires et de l'ambassade du Canada à Paris. Il nous fait un plaisir de présenter les possibilités d'éducation en Ontario. Peu d'entre vous le savez, mais l'Ontario est la province voisine du Québec. L'Ontario a près de 15 millions d'habitants, plus d'un demi-million de francophones et encore plus d'1 million qui s'expriment tant en français qu'en anglais. Elle est le moteur de l'économie canadienne grâce à la métropole Toronto et la capitale administrative Ottawa. Avantage Ontario regroupe 11 partenaires d'éducation supérieure dans la province. On offre 15 domaines d'études, 75 sous-domaines et au-delà de 1000 programmes. À chaque année, de plus en plus d'étudiants internationaux choisissent l'Ontario comme destination d'études postsecondaires. Comme la carte le démontre, le Canada est un grand pays regroupant plusieurs provinces et territoires. On peut alors situer l'Ontario entre les provinces du Manitoba et du Québec. Ceci dit, l'éducation est une compétence provinciale et chaque province a son propre ministère de l'Éducation. En Ontario, les institutions postsecondaires sont présentes au nord, comme à Hearst, et au sud, comme à Toronto. L'Ontario regroupe des dizaines d'institutions postsecondaires, parmi lesquelles une dizaine offrent des programmes académiques en français et des programmes en français et en anglais. Il est important, par contre, de faire la distinction qu'il y a des collèges et des universités en Ontario, comme partout au Canada. En Ontario, les collèges sont semblables à des programmes spécialisés comme des brevets techniciens supérieurs ou BTS, tandis que les universités, elles, suivent plutôt l'enseignement des programmes spécialisés comme le LMD, donc la licence, la maîtrise et le doctorat. Il y a au-delà de 1000 programmes académiques disponibles parmi les institutions postsecondaires en Ontario. Plus précisément, ce que l'éducation en Ontario vous apporte sont des possibilités de carrière bilingue. Donc, vous pouvez étudier en français et améliorer vos compétences en anglais. Ceci vous apporte donc plus d'opportunités d'emploi pendant et après vos études. Elle vous apporte aussi une excellence académique. Donc, votre diplôme est reconnu au spectre mondial grâce à la qualité de l'enseignement reconnu. L'excellence est donc atteignable en raison de l'abordabilité des études et du coût de la vie. Ceci vous permettra de vous concentrer sur vos études plutôt que les stress financiers. Finalement, on vous offre un environnement sûr et diversifié. L'Ontario est reconnu comme une province accueillante, diversifiée et sécuritaire qui vous donne l'occasion de compléter vos études avec confiance et une tranquillité d'esprit. Sans plus tarder, nous tenons à vous présenter l'un de nos partenaires. Eh bien, merci beaucoup. Sans plus tarder, effectivement, donc je vais accueillir Samantha, Dan, Daniel.
Alors, écoutez, ça me fait plaisir de découvrir donc ce soir avec les auditeurs, donc l'Université Hearst. Je vous connais déjà un petit peu, mais je suis certain que je vais apprendre énormément de choses. Je sais entre autres que vous avez une pédagogie innovante par bloc, et ça, j'ai bien hâte d'en apprendre un peu plus là-dessus. Donc, sans plus tarder, Samantha, je te laisse la parole, et donc je lance la présentation. Un grand merci, Jacques-Henri. Donc, on va prendre quelques instants juste pour nous présenter nos rôles à l'université. Donc, moi, c'est Samantha Lausier. Je suis la responsable du bureau de l'international, donc tout ce qui touche à l'accueil, au partenariat, au recrutement qu'on peut faire de l'international. J'ai aussi une désignation qui s'appelle conseillère réglementée en immigration pour les étudiants étrangers ou CRIE comme acronyme. Donc, ça me permet, comme vous pouvez le deviner, de répondre et d'appuyer là, toutes les questions qui peuvent être en lien avec l'immigration. Donc, je passe la parole à ma collègue Danielle pour qu'elle se présente à son tour. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Danielle Lauzon. Je suis agente de recrutement, de liaison internationale. Donc, moi, je vous aide à partir du moment où vous recevez une offre d'admission chez nous et je vous aide à faire le cheminement là, pour recevoir le permis d'études et l'arrivée au Canada, réserver le logement, etc. Là. Donc, moi, je suis la personne qui vous prend de quand vous recevez une offre à jusqu'à ce que vous mettez les pieds sur l'un de nos campus. Là. Puis ça me fait plaisir, puis j'aime ça faire. Alors, moi, c'est Daniel Gary. Je suis conseiller au bureau de l'international. Je travaille de très près avec Samantha Lausier. Et l'une de mes tâches principales, c'est beaucoup plus appuyer les étudiants dans tout ce qui va être comme demande de permis d'études, demande de permis de travail, tout ce qui va être des conseils concernant l'immigration. Mais je n'ai pas encore ma désignation de CRIE, mais ça ne saurait tarder. Et je suis heureux d'être avec vous parmi vous ce soir. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, on va se lancer dans notre présentation. On va commencer par une petite vidéo pour un peu nous mettre dans l'ambiance là, de qui on est à l'Université de Hearst, puis l'atmosphère qu'on cherche à créer pour nos études. Donc, Jacques-Henri, s'il vous plaît, avec la vidéo. Nous sommes l'Université de Hearst. L'université qui parle en français et qui pense en français. Celle qui comprend chaque accent de la francophonie, fière de ses racines, fière de sa langue et déterminée à la faire rayonner. Nous sommes l'Université du Nord, celle qui n'a pas fini de découvrir son vaste territoire. Installée dans 3 municipalités, dynamique et accueillante, nous sommes près de chaque communauté. Nous sommes l'Université du changement, celle qui rêve d'innovation dans le monde de l'éducation. Nous sommes l'université francophone qui repense vraiment le futur des études postsecondaires au Canada. Nous adaptons notre univers au vôtre et offrons un univers d'apprentissage différent, un cours à la fois. Car nous savons que le savoir va bien au-delà du savoir. Nous formons fièrement des gens qui pensent, questionnent, repensent, réagissent, agissent et innovent. Des gens qui repoussent constamment leurs limites. Bref, nous sommes l'université qui repense l'université pour que chaque étudiante et chaque étudiant puisse mieux repenser son univers. Parfait. Donc, on se met un peu une autre petite leçon là, de géographie. On en a parlé rapidement dans la vidéo d'Avantage Ontario. Mais comme vous pouvez voir, là, on va quitter votre hexagone, on va quitter la France pour traverser l'océan Atlantique. On met en évidence là, en blanc la province qui est la province de l'Ontario. C'est une destination, les gens sont toujours un peu étonnés d'apprendre qu'il y a des francophones hors Québec. Et bien nous voilà, et on va chercher à vous enchanter avec nos accents ou les différents accents que vous allez pouvoir entendre en Ontario. C'est vrai que la vidéo mentionne aussi la présence de l'anglais. Si vous êtes une personne qui cherchez à améliorer ou à pratiquer votre anglais, à l'Université de Hearst, on a cette belle opportunité-là d'œuvrer en français. Donc, les cours là où ça peut avoir un impact sur ton rendement académique, ça se passe dans la langue avec laquelle tu es la plus confortable. Mais cela étant dit, dans nos communautés, il y a peut-être une possibilité là, de sortir et de pratiquer peut-être maladroitement au début, mais de façon de plus en plus habile votre anglais.
Donc, si on vous met un peu plus spécifiquement où on est, parce qu'on parle qu'on est dans le nord de cette belle province-là qui est l'Ontario. Donc, vous allez voir les 3 petits carrés là, qui mettent en évidence nos communautés. C'est important de savoir qu'à ses origines, l'Université de Hearst a été créée en 1953, la fondation de l'université, vraiment par et pour les francophones de la région. Donc, l'idée par là étant que si on avait la possibilité de former nos propres leaders, et que cette personne-là soit francophone, mais qu'ils auraient la possibilité de contribuer, de faire vibrer de façon positive nos communautés et la francophonie qui existe à l'intérieur de ces communautés-là. Donc, on a eu notre premier campus dans la communauté de Hearst. Cette formule-là s'est ensuite répandue dans d'autres communautés dans la région, en passant par Kapuskasing pour ensuite se rendre à Timmins, avec nos 3 campus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de l'université, la livraison des cours, ces 3 communautés-là sont égales à ce niveau-là. Où ça va changer, par contre, c'est dans la communauté. Donc, les communautés vont différer. Donc, on va chercher à vous donner un peu un aperçu de ces communautés-là. Puis, vraiment, un de nos objectifs dans la conception de la présentation, c'était vraiment de mettre au premier plan les images. Parce que ici, on a vraiment la nature plein les yeux. Donc, les occasions de plein air, puis de côtoyer cette beauté naturelle-là, nous habitent là, à quelques pas de nos maisons ou carrément devant ou derrière nos maisons. Donc, on va commencer avec la communauté de Hearst. Comme on mentionnait tantôt, c'est la pierre angulaire de l'université. C'est là où elle voit son origine. On peut encore voir, quand on navigue dans les corridors, on a un peu l'occasion de côtoyer cette histoire-là parce qu'on est dans les mêmes édifices qu'à la Fondation. Cela étant dit, il y a eu plein de rénovations pour rendre ça plus moderne. Donc, on voit un peu les vestiges de notre historique, de notre évolution, mais toujours dans un milieu moderne. Donc, dans la communauté de Hearst, on parle d'une population de 6 000 habitants, 93% d'entre eux qui sont francophones. Daniel nous mettrait en contact avec une statistique dernièrement où les dernières données démographiques, si on veut, où la ville de Hearst perdait son statut de la communauté la plus francophone hors Québec au Canada. Donc, ça vous donne une petite idée là, du niveau de francophonie. Encore, la nature, donc la chasse, la pêche, les randonnées, canot, kayak, pêche. J'ai mentionné la pêche, mais les petits feux, la raquette. Donc, plein d'occasions pour coexister dans la nature. On a vraiment un beau conseil des arts à Hearst qui nous propose des spectacles pour découvrir des artistes francophones, des franco-ontariens, francophones canadiens. Donc, vraiment une belle occasion là. Il y a aussi des clubs de sport. Donc, c'est peut-être important de noter que l'université n'a pas, elle, en tant que telle, des équipes sportives qui sont parfois recherchées. Mais dans nos communautés, on a la possibilité de pratiquer des sports là, pour ceux qui cherchent à le faire de façon divertissante. Là. Donc, il y a le hockey, le curling, le karaté, la natation, donc des choses comme ça dans la communauté. Et puis, c'est ça, il y a une chaîne de lacs là, toujours dans cette nature-là. Donc, on va passer à la communauté de Kapuskasing. Kapuskasing est environ 100 km à l'est de Hearst. Encore, on parle d'une petite communauté, une population de 9 000 habitants, un peu moins francophone cette fois-ci, donc 70% de la population qui parle le français. Donc, dans le bruit ambiant, là, on va entendre un peu plus de l'anglais. Il y a des cours d'anglais, d'ailleurs, qui sont offerts. Nous aussi, on bénéficie d'un très, très, très beau centre culturel avec une belle programmation, des belles occasions pour s'impliquer aussi dans l'organisation d'événements culturels, de spectacles. Il y a une radio francophone, excuse-moi, où il serait très facile pour quelqu'un qui a un intérêt, je ne sais pas moi, pour la musique ou pour une émission quelconque, on pourrait vous brancher avec la radio. Puis toujours encore les clubs sportifs comme le hockey, la natation, le karaté, du volleyball, du curling. Donc, pour celles et ceux qui veulent s'aventurer un peu à l'extérieur de la communauté puis avoir l'occasion de rencontrer des gens, s'éloigner de l'université, mais de venir à la rencontre des gens dans la communauté.
Et notre troisième campus est à Timmins. Donc, Timmins, c'est vraiment la métropole, si vous voulez, alors que dans votre lexique, on va parler toujours de petits villages, mais on parle d'une communauté de 40 000 habitants, 40% d'entre eux qui parlent le français. Donc là, maintenant, le bruit ambiant commence à se passer vraiment en anglais. On a beaucoup d'occasions pour pratiquer notre anglais dans la communauté. On bénéficie là, étant donné la grandeur de la ville, du transport en commun. On a aussi l'aéroport principal pour la région. Donc, pour les allers-retours, ça se passe là. C'est aussi souvent un centre là, pour plusieurs services régionaux qu'on va avoir lieu. Il y a toujours l'anglais, puis toujours l'occasion là, de participer puis de côtoyer la nature comme vous pouvez la voir dans les photos. On a une de nos étudiantes qui blague toujours que Timmins, c'est le Paris du nord de l'Ontario. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous n'allez pas peut-être être d'accord avec ce sentiment-là, mais c'est juste une petite blague pour dire que c'est notre grande ville là, de l'Ontario. Donc, sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Dan, qui va nous parler davantage de la pédagogie, la signature pédagogique plutôt de l'université. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, on va entamer avec ce que c'est que le bloc. Alors, il faut peut-être préciser que les cours en bloc existent depuis une cinquantaine d'années et qu'on n'a pas le mérite de l'avoir créé. C'est beaucoup plus aux États-Unis qu'elle est née, donc dans ce qu'on appelle encore cette institution qui est le Collège du Colorado. Ça a été créé dans les années 70. Et nous autres, à l'Université de Hearst, on a adopté la méthode dès les années 2014. À partir de là, il faut maintenant préciser que les cours en bloc, ça consiste à étudier une matière à la fois. Donc, on va l'étudier sur une durée de 3 semaines. Et le cours va durer 3 heures par jour. Ici, on va comprendre que le cours, ça va aller, admettons, de 9 heures jusqu'à 12 heures pour ce qui est de la matinée. Et l'après-midi, on aura aussi comme de 1 heure, donc de 13 heures jusqu'à 16 heures. Et les cours sont du lundi au jeudi. Donc, pour la semaine de 4 jours, c'est vraiment le top du top. Et dans les 4 jours, les évaluations sont incluses. Il faut aussi préciser que les évaluations concernant les blocs sont vraiment comme différentes. Les évaluations sont repensées. On n'est plus tout le temps comme des évaluations en salle de classe. C'est plus le mode d'évaluation qui est tout le temps comme basique devant sa feuille. Il peut arriver que lors d'un bloc, on va faire une évaluation assis devant sa feuille et tout à traiter des sujets d'examen. Mais il peut aussi arriver d'avoir d'autres modes d'évaluation assez aléatoires. Ça peut être de faire un compte-rendu sur une expérience qu'on a vécue. On y reviendra un peu plus tard. Ça peut être de faire un résumé d'un bouquin. Ça peut être une présentation. En fait, c'est pas mal varié et c'est assez intéressant. Et les classes sont au total, si on est trop, c'est 25 personnes. Moi, dans ma petite expérience d'étudiant, ancien étudiant, je suis arrivé, j'ai fait l'expérience du cours en bloc, j'étais comme pas mal, assez, vraiment très emballé parce que je sortais d'un système où déjà, il fallait se concentrer sur plusieurs cours à la fois, il fallait apprendre plusieurs disciplines et puis c'est devenu vraiment très, très, très emmêlant, c'était vraiment comme pesant sur mes petites épaules d'étudiant. Et à partir de là, maintenant, en ayant fait la découverte des cours en bloc, bah, j'ai été vraiment agréablement surpris. Et ça m'a permis beaucoup plus de me focaliser sur la matière que j'étudiais à la fois, mais aussi le fait qu'on était comme 25 étudiants par salle de classe, ça permettait aux enseignants de nous suivre beaucoup plus à la loupe. Donc, chaque étudiant avait un contact assez intéressant avec l'enseignant parce que l'enseignant connaissait l'évolution de chacun d'entre nous. Et ça m'a vraiment tenté et ça m'a pas mal plu, quoi. Et puis, on peut aller à la prochaine slide, Daniel. OK. Donc, concernant les blocs, il faut déjà préciser que nous, à l'université, comme n'importe quelle autre université, on a 2 sessions. Et dans notre session, en fait, notre premier semestre sera comme donné avec un total de 5 cours. Donc, 5 blocs par session. Ça nous fait au total 10 blocs à voir pendant une année. Et au bout de 3 blocs, on a ce qu'on appelle la semaine de relâche. Ça permet en fait aux étudiants de relâcher un peu la pression, de se changer les idées pour ceux qui veulent voyager pendant 2 ou 3 jours, aller dans d'autres villes ou encore comme juste se relaxer à la maison. C'est vraiment idéal.
Maintenant, chaque cours s'effectue sur, en fait, une rencontre échelonnée sur une période de 3 semaines consécutives. Comme on peut voir là sur les différentes couleurs, le bloc 1 va durer comme 3 semaines et ce sera une séance, un total de 12 séances de cours à voir avec l'enseignant. Au cours des 12 séances, il faut préciser qu'on ne sera pas tout le temps en salle de classe. On aura certaines expériences où il faudra aller visiter des lieux, des endroits historiques, il faudra aller voir des entreprises, histoire d'être un peu plus plongé dans la matière qu'on va étudier. Et ça va nous faire le pont directement sur la prochaine slide, Daniel. Donc, en disant qu'on faisait en fait une immersion, c'est ce qu'on appelle ici l'apprentissage expérientiel. L'apprentissage expérientiel ici est un apprentissage qui est basé sur les travaux d'un pédagogue nommé David Cole. C'est en fait des travaux qui mettent l'étudiant au cœur complètement de ce qu'il étudie, de ce qu'il voit. Donc, l'étudiant est en fait immergé dans la réalité de ce qu'il apprend, sans pression, mais vraiment comme c'est tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer, pour moi qui ai eu à l'expérimenter. Donc, par la suite, l'étudiant va faire maintenant le résumé de ce qu'il a appris et il va essayer de faire des analyses, des théories et intégrer tout ça dans un système de pensée qui va lui permettre maintenant d'utiliser cela au cours de ses prochaines activités ou encore au cours de ses prochaines interactions dans son travail ou encore au quotidien. Et c'est une approche qui est pas mal intéressante dans la mesure où les étudiants sortent de là assez enrichis de ce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas juste à faire comme du par cœur toute la journée, à étudier des leçons par cœur, mais non. Ici, ils sont vraiment comme au contact de ce qu'ils étudient, comme l'on voit sur la photo. Par exemple, là, c'était un cours dans lequel les étudiants devaient faire la dissection d'un cerveau de mouton. C'était dans le cadre d'un cours de psychologie, pour voir un peu les tenants et les aboutissants du cours, mais en plus pour vraiment être au contact de la matière. Daniel, s'il te plaît, on peut passer à la suivante. Ensuite, pendant le parcours, les étudiants sont appelés à avoir 2 stages. Les 2 stages sont vraiment comme donnés pour tous les étudiants. Ils peuvent le faire soit en début d'année ou bien en fin d'année. Pourquoi les stages? C'est parce que les stages, en fait, ça leur permet d'acquérir de meilleures compétences déjà, qui leur seront assez importantes dans leur vie ou encore dans le marché du travail. Parce qu'au sorti de là, il y a pas mal d'étudiants qui sont sollicités par des entreprises, ça on le verra aussi un peu plus tard. Mais c'est pour que les étudiants apprennent un peu plus sur le domaine d'emploi, sur l'emploi qui les intéresse. Donc, ces derniers seront vraiment comme mis en contact avec les entreprises auprès desquelles ils vont apprendre tout un tas de compétences, tout un tas d'outils qui leur seront pas mal vraiment importants. Et ça leur permettra aussi de découvrir certains aspects qu'ils n'avaient même pas eu en tête dans des emplois qu'ils voudraient faire en fait. Il faut peut-être préciser que le stage est d'une durée de 3 semaines. Donc, c'est un peu compris dans l'équivalent d'un bloc. Et ça va se dérouler sur une période du lundi au vendredi. C'est vraiment comme plonger au milieu professionnel, donc du lundi au vendredi, une semaine normale. Pendant cette période-là, l'étudiant s'identifie un peu plus maintenant comme quelqu'un de l'entreprise que comme un étudiant lambda, en fait. Donc, on va passer à l'étape suivante. Daniel, s'il te plaît. Voilà. Et on a le volet professionnel. Le volet professionnel ici, c'est, comme qui dirait, il s'agit d'un programme optionnel, d'une formation accessible pour les étudiants. C'est une formation qui leur offre en fait une mise en contact avec les entreprises. Dans mon cas, lorsque j'ai été étudiant, j'ai été mis en contact, parce que j'aime bien les métiers de la communication, j'ai été mis en contact avec la radio de la ville où je suis, à Hearst. Et en ayant juste eu à faire comme ce petit contact-là, j'ai prolongé mon contact qui s'est développé en stage. Je l'ai fait comme en 3 semaines. Et par la suite, lorsque j'ai fini mes études, ça n'a pas été assez difficile pour moi de trouver un emploi. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir déjà eu un contact avec l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon volet professionnel, ça m'a permis d'obtenir un emploi vite fait parce que l'entreprise connaissait déjà mes compétences. L'entreprise savait très bien dans quel domaine elle pouvait utiliser mes compétences et mes savoirs. Ça veut dire que dès que j'ai eu mon diplôme, ça n'a pas pris du temps que automatiquement l'entreprise dans laquelle j'avais eu à effectuer mon rapprochement par le canal du volet professionnel, c'est elle qui m'a recruté et puis elle a constitué comme mon premier emploi après mes études. Et c'était vraiment un atout pour moi.
Donc, techniquement, le volet professionnel est là beaucoup plus pour permettre aux étudiants une préparation pour le marché du travail. Et Daniel, la suite, s'il te plaît. Ah, la mobilité internationale. Alors, concernant la mobilité internationale, pour les étudiantes et les étudiants qui sont curieux de participer ou encore de poursuivre une session sous d'autres cieux, notre programme de mobilité est là pour eux. Alors, on ne leur propose pas, non pas une destination, non pas 2 destinations, mais 3 destinations. L'université de Hearst a des partenariats avec 3 établissements d'enseignement supérieur en France, qui sont d'abord notamment l'Université de Bretagne du Sud, l'Institut national universitaire Champollion et l'Université polytechnique de Hauts-de-Seine. C'est-à-dire que les étudiants qui sont intéressés, en étant rien qu'ici aux études, à vouloir poursuivre une session, sont priés ou encore sont en fait incités à se rapprocher de nous. On va maintenant les accompagner dans la démarche de mobilité, tout ce qui va entreprendre la démarche, tout ce qui va entreprendre la préparation, nous, on est là pour les appuyer. Et on a eu pas mal d'étudiants actuellement qui ont fait le déplacement pour ici, qui sont en mobilité. On en a comme, je crois, 4 qui sont en mobilité à l'Université de Hearst. Et ces derniers se plaisent assez bien de leur parcours, encore de l'expérience qu'ils vivent. Donc, c'est juste la petite histoire, c'est vraiment comme une expérience assez intéressante parce qu'on a eu encore des étudiants du Canada qui sont allés faire de la mobilité internationale en France. Et ces derniers ont gardé tellement de bonnes attaches que fréquemment, ils y vont encore comme pour des vacances ou encore pour des visites amicales. On peut passer à la suite, s'il te plaît, Daniel. Je voulais juste ajouter, excuse-moi, Dan, sur la diapo de la mobilité. Vous allez peut-être trouver ça drôle dans une promotion en France, de vous parler de nos ententes de mobilité en France. On sait que la France, c'est quand même assez vaste comme pays. Donc, les ententes sont quand même dans des régions vraiment différentes. Donc, si vous êtes dans la région de Paris, on vous propose peut-être d'aller découvrir le sud ou l'est ou l'ouest de votre beau pays. On a aussi des possibilités de faire de la mobilité sous forme de stage. Donc, la possibilité d'aller travailler. Et à ce moment-là, on a des destinations encore plus variées, comme par exemple le Sénégal, l'Haïti, l'Ouest canadien, comme la Colombie-Britannique. Et dans le fond, on se limite que par nos possibilités là, d'ouvrir différentes portes pour des possibilités de stage. Donc, sachez que on est toujours en train de faire croître ce programme-là, mais il y a la possibilité quand même de se déplacer dans différents contextes, dans différentes régions du monde. Merci, Sam, pour la précision. Alors, concernant l'encadrement et le soutien académique, il s'agit ici d'un service qui est beaucoup plus sollicité par les nouvelles personnes arrivantes aux études à l'université. Comme moi, dans mon cas, le fait d'avoir quitté mon pays, encore quitté mon espace géographique est pas mal différent d'ici. On arrive et en fait, on se sent un peu perdu. Et c'est là qu'interviennent en fait les services d'accueil et d'orientation. Par exemple, avec le mentorat, moi, dans mon cas, en tant qu'ancien étudiant et nouvellement arrivé, j'étais comme un peu perdu. J'ai eu vraiment l'appui du mentor. Donc, un mentor, c'est quelqu'un qui va t'accompagner presque au quotidien, qui va t'aider dans ton intégration, qui va t'aider intégration sociale, académique et parfois même professionnelle, parce qu'après, les autres nous donnent quelques petites astuces pour mieux s'intégrer aussi au milieu professionnel. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner, pour prendre de tes nouvelles au quotidien, parce que avec le décalage horaire, c'est pas aussi évident tout le temps d'avoir sa famille ou encore de savoir avec qui parler, et c'est là qu'intervient le mentor. Et après, on a pas mal d'autres services à côté, comme l'accessibilité, le centre d'aide en français, parce que je ne vous cache pas que le français d'ici, c'est un peu compliqué. Il faut se remettre à jour. Il faut essayer de faire quelques petits travaux au niveau de la compréhension, au niveau des expressions et puis au niveau de l'écriture aussi. Donc, c'est là qu'intervient le centre d'aide en français. C'est un centre qui est là pour nous aider, qui est là pour nous appuyer dans tout ce qui va être maintenant des travaux de français, des mises à jour vraiment comme concernant la nouvelle orthographe pour certains et la nouvelle grammaire parce que ça varie. Puis, on a le centre d'aide en anglais. Bon, pour moi, dans mon cas, en tant que francophone, je crois que j'ai beaucoup recours à ce service-là parce qu'on n'est pas très, très, très anglophone d'où je viens. Et du coup, c'est un service qui a pas mal son utilité parce qu'il nous permet de nous mettre déjà à niveau aussi en anglais et puis de mieux s'adapter en fait dans nos interactions avec les domaines en anglais. Et puis, on a le CARE, donc le Centre d'appui des ressources de la réussite étudiante. Il s'agit ici de vraiment un domaine assez important dans ce qui va être
le domaine des étudiants, de la recherche universitaire. Pourquoi? Parce qu'il va nous appuyer pour la recherche documentaire. C'est là qu'on va trouver toutes les bases de données qu'il faudra. Ils vont nous instruire sur les bonnes pratiques de rédaction. Ensuite, on aura de l'information concernant le plagiat. Parce qu'en tant qu'universitaire, on se doit d'être vraiment intègre dans nos travaux et nos recherches. Puis, pour la stratégie de gestion du temps et du stress, parce que pour certains, c'est pas mal stressant. En fait, d'être dans un nouvel environnement universitaire, il faut encore retrouver ses marques. Ça prend pas mal de temps pour s'adapter. Et c'est pour ça, en fait, qu'on nous apprend quelques stratégies pour gérer notre temps et gérer nos stress. Et pour finir, l'un des atouts aussi que le carré nous propose parfois, c'est des méthodes d'études. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux assimiler nos cours? Comment est-ce qu'on peut trouver des outils pour rédiger ou encore pour développer certains débats ou encore des travaux? L'atout aussi avec le carré, c'est qu'on le trouve sur les 3 campus. Ils sont situés logiquement dans des bibliothèques. C'est très facile à trouver. C'est comme les premiers endroits qu'on montre aux nouvelles personnes qui arrivent aux études en fait, à l'université. Daniel, s'il te plaît, on peut passer à la suivante. Puis, pour aider dans tout ce qui va être maintenant les questions d'immigration, on a le bureau de l'international. En fait, il s'agit du bureau qui va maintenant accompagner les étudiants pendant tout leur parcours. En fait, pour préciser, il s'agira maintenant d'aider les étudiants internationaux pendant tout leur parcours, que ce soit maintenant dans la création d'un compte GC pour venir aux études au Canada. Une fois ici au Canada, le bureau de l'international va se charger de les édifier maintenant sur les critères ou encore sur les conditions qui sont reliées à leur permis d'études, tout ce qui va attraire maintenant à la question du travail. Et une fois les études terminées, le bureau de l'international va maintenant intervenir dans ce qui va être la demande de permis de travail post-diplôme. Ici, c'est le document qui permet maintenant aux personnes qui changent de statut, donc passer du statut d'étudiant au statut de travailleur, à travailler en toute légalité après obtention du diplôme. Aussi, un atout que le bureau de l'international est de proposer son service concernant les demandes de visa ou encore les autres voies vers la résidence. C'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition de l'information nécessaire pour maintenant les demandes de visa ou encore des informations pour les résidences permanentes. Pour les personnes qui sont intéressées sont toujours comme « Oh, ok, vous donnez aussi ces services-là ?» Ils sont pas mal surpris de voir qu'on est pas mal polyvalent dans l'offre de services qu'on a. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les assurances RAMU et Green Shield. Il s'agit en fait des assurances, des régimes d'assurance qui sont offerts aux étudiants internationaux ou encore aux étudiants locaux. Et ce sont des assurances en fait qui sont pas mal importantes, qui leur serviront en fait pendant la durée de leurs études. Ce sont des assurances qui sont vraiment comme pas mal, qui ont une couverture assez étendue, hein, vu qu'elles profitent pas mal à beaucoup d'étudiants ici. Et pour finir, en fait, l'un des services qu'on offre, c'est celui sur la mobilité internationale. Comme on l'a rappelé un peu plus haut, il s'agit vraiment d'un service qui va accompagner les étudiants qui souhaitent poursuivre une session dans ce qui va être maintenant le domaine de l'international, avec nos partenariats en France. Puis, pour la prochaine slide, Daniel, s'il te plaît, on va parler du centre de carrière et du développement professionnel. Ici, il s'agit maintenant d'un centre qui est beaucoup plus là pour accompagner les étudiants d'un point de vue personnalisé, c'est-à-dire l'étudiant aura un suivi individuel avec les agents ou encore les personnes en charge de ce service. Donc, c'est un service qui va les accompagner dans la préparation de leur vie professionnelle ou encore dans tout ce qui va être un développement sur le marché du travail. C'est-à-dire, même pendant les stages, ce domaine-là est déjà assez présent parce que c'est ce service-là qui donne à l'étudiant qui va en stage les recommandations, qui lui donne en fait les conduites à tenir pour avoir un stage assez intéressant, un stage impeccable, mais aussi parce qu'il offre aussi un accompagnement sur les 3 campus. Donc, c'est-à-dire que sur les 3 campus, les étudiants ont la possibilité d'avoir recours à ce service, mais il s'agit aussi d'un service tellement intéressant. Pourquoi? Parce que les étudiants qui sont parfois un peu désorientés dans la recherche d'emploi ou encore dans tout ce qui va être préparation pour le marché du travail sont tellement bien accueillis par ce service-là qu'à la fin, les étudiants sont instaurés ou encore ils sont mis en contact avec les entreprises. Ils sont encadrés pendant la démarche de leur stage ou encore pendant le développement qui va suivre maintenant la période post-études. Donc, ce sera par là maintenant, en fonction des compétences qu'ils auront acquis concernant les domaines ou encore ça va être maintenant en rapport avec la préparation vraiment comme du marché du travail.
Et pour conclure, je dirais que c'est le service qui est pas mal le plus intéressant ou encore le plus sollicité par les étudiants en fin de cycle, parce que ces derniers sont déjà dans la préparation de la période post-étudiante. Et pour nous parler maintenant de ce qui va être nos 3 programmes et des droits de scolarité, je vais passer la parole à Daniel. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous parler des programmes qu'on offre. On est vraiment une petite université, donc on est juste dépassé la barre des 300 étudiants sur nos 3 campus. Donc, il faut garder ça en tête. Désolée. C'est la raison pour laquelle on veut aussi maximiser le nombre de personnes en salle de classe. Donc, pour vraiment s'immerser complètement dans la matière, mais aussi pour pouvoir échanger avec les autres étudiants. Donc, je vais commencer avec le programme de psychologie. C'est un super programme, très bon pour les personnes qui veulent aller en enseignement ici au Canada, mais aussi, on voit vraiment le développement du cerveau, on voit les différentes maladies mentales, on voit le développement là, de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite, l'âge de la vieillesse, etc. Comment est-ce qu'on peut soutenir ces personnes-là? Mais on fait aussi beaucoup d'interventions. Donc, les personnes qui veulent avoir des interventions et connecter avec les gens et travailler avec eux puis les aider, c'est un très bon programme pour cela. Donc, vous allez avoir à l'intérieur du programme des interventions à faire avec des vrais cas. Donc, c'est pas, on va mettre sur un tableau client numéro X une dégénération, etc. Là, donc, il y a de la difficulté à fonctionner chez lui, etc. Non, on va aller rencontrer des gens, surtout chez des enfants, où on va aller faire des évaluations, psychométrie, etc. là, avec eux. Puis, on essaie vraiment d'intégrer ça parce que par la suite, on offre aussi un programme de 2e cycle qui s'appelle le DESP, qui est le diplôme d'études supérieures en psychothérapie, où on peut devenir un psychothérapeute agréé de l'Ontario. C'est certain que c'est pour l'Ontario, mais si jamais vous voudriez immigrer ici, c'est certain qu'on pourrait déjà, vous auriez des bonnes compétences là, pour faire ce genre de programme. Donc, je vais ici. Habituellement, on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire avec le programme en psychologie. Honnêtement, on peut faire plein de choses. Les portes s'ouvrent pour plein de choses, donc ça ne se limite pas à ce qui est à l'écran, mais on peut devenir technicien en éducation spécialisée, on peut devenir un enseignant, intervenant en santé mentale, aller au doctorat, aller à la maîtrise aussi, psychométricienne adjointe, conseillère en toxicomanie. Dans le nord de l'Ontario, on a beaucoup de centres de toxicomanie, donc on a beaucoup de nos étudiants qui vont transiter vers ce genre de carrière par la suite, juste parce qu'on a un besoin criant dans ce domaine-là. Puis les gens, souvent, vont quitter les grands centres comme Toronto, Ottawa, etc., puis ils vont venir dans le Nord pour la discrétion et tout. Donc, on a beaucoup de centres de toxicomanie. Agents de probation, administrateurs, intervenants psychosociaux et, comme j'ai mentionné, enseignants. On a beaucoup d'autres options, mais de nos étudiants, c'est des domaines qu'on voit habituellement. Ensuite, on a notre programme d'études des enjeux humains et sociaux. C'est mon programme préféré à l'Université de Hearst parce que c'est pour les personnes qui ont soif d'aventure, selon moi. Ce programme-là, on n'est pas restreint en salle de classe. Je m'explique. On a intro à l'interdisciplinarité, par exemple, qui est un des cours offerts où je ne vais pas utiliser le mot kidnappe les étudiants, mais on ne leur dit pas où qu'on s'en va. On les embarque sur un autobus et puis on part à l'aventure. Donc, on va partir pour une semaine, puis on va aller vraiment explorer qu'est-ce qui est l'interdisciplinarité, puis comment vraiment découvrir notre soi-même et découvrir différentes facettes sociales au Canada et un peu partout dans le monde. Donc, il va y avoir des cours si vous voulez devenir un enseignant, c'est aussi un très bon programme parce qu'il y a 5 matières enseignables. Donc, vous avez sociologie, psychologie, le français, vous avez l'histoire et vous avez, j'ai oublié le dernier, mais donc, vous avez quand même beaucoup de compétences à acquérir dans ce programme-là. Vous êtes une personne polyvalente quand vous participez à ce programme-là parce que vous allez être capable de faire plusieurs choses. Donc, vous suivez des cours d'administration des affaires, mais aussi vous pouvez devenir pas intervenant psychosocial dans le sens du terme de le faire en société, mais vous allez prendre de ces cours-là, puis vous allez développer ces compétences-là. Vous allez faire les cours d'histoire. Donc, c'est vraiment
pour les personnes qui ont soif d'aventure. Il y a quelques années, je sais qu'il y a un des cours de littérature dans ce programme-là qui est allé en Angleterre. Là. Donc, comme je mentionne, on est en bloc, donc on n'est pas restreint dans nos 4 murs. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas un autre cours pendant la même session, donc on est capable de vous prendre puis vous apporter à Montréal, vous apporter au Nouveau-Brunswick, de vous apporter en Angleterre, comme mentionné. Donc, on essaie de rendre ce programme-là le plus intéressant possible puis de vraiment faire face à plein de choses parce que la meilleure façon de découvrir notre soi-même, c'est vraiment de faire face à différentes situations. Donc, ce programme-là est excellent. Donc, vous voyez, je suis un petit peu trop passionnée du programme. Donc, encore des suggestions de carrière par la suite en ayant fait ce programme-là. Devenir agent d'immigration, directeur de communication, coordonnatrice de développement communautaire. Donc, si vous cherchez à travailler dans les communautés, puis vraiment développer, par exemple, l'art et la culture ou des services pour des personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent pas nécessairement être placés avec des services de santé, mais qui voudraient vivre à la maison, recherchistes, agents de police. Donc, on a des étudiants qui font la transition pour devenir des policiers, des médiateurs, planificatrices urbains, experts éco-conseils, puis enseignants, comme j'ai mentionné. C'est un très bon programme pour cela. Et ça ne se limite pas à ce qui est sur l'écran, bien entendu. Ensuite, notre programme le plus populaire à l'université, c'est administration des affaires. Donc, ce programme-là, c'est vraiment la base de l'administration, le marketing, devenir une personne qui gère les ressources humaines, qui gère les finances dans une entreprise. Donc, c'est vraiment axé pour que les gens deviennent des administrateurs, donc soit des têtes d'entreprise, etc., ou juste œuvrer dans une entreprise. Là, donc, c'est un programme général d'administration, mais c'est quand même avec les stages, avec les formations à faire, les discussions qui sont faites, c'est quand même un super programme pour être en mesure là, d'intégrer le marché du travail par la suite. Donc, encore des choses que vous pouvez faire, adjoint aux ressources humaines, parce que c'est certain que vous suivez beaucoup de formations sur les ressources humaines, sur le marketing. Donc, vous êtes un entrepreneur. Dans le nord de l'Ontario, on a beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs. Donc, vous allez avoir beaucoup de compagnies qui vont être des compagnies familiales, et etc. Ils recherchent beaucoup des gens, surtout des personnes qui ont beaucoup d'entre-gens et qui peuvent communiquer avec les gens. Des chargés de projet, agents de relations internationales, planificateurs financiers, enseignants, administrateurs. Donc, vraiment, là, c'est des personnes diversifiées qui font ce programme-là, qui peuvent faire beaucoup de choses, mais dans un plus petit milieu. On cherche des personnes polyvalentes qui sont capables d'œuvrer là, à faire justement de la gestion de ressources humaines, de la gestion de projets, des demandes de subventions, et etc. Donc, voilà. Puis, une question souvent qui est posée, comment est-ce qu'on finance nos études? Parce que des études à l'international, ça peut coûter très, très cher. Donc, l'Université Hearst, on veut vous aider un peu. Donc, nos droits de scolarité sont 703 $ par cours, ce qui, habituellement, vous suivez un 10 cours par année, donc ça équivaut à 7030 $ par année, qui est quand même à peu près de la moitié, même un peu plus que la moitié des prix généraux en Ontario là, pour les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. On est très contents. On veut laisser nos prix bas, pas parce que on veut faire moins d'argent, mais plutôt parce qu'on veut que ça soit équitable et que ça soit vraiment accessible à tous. Donc, vous pourriez être admissible jusqu'à 10 000 $ de bourse et même plus, dépendant si vous faites demande pour d'autres bourses à l'Université de Hearst. Je vais passer à la prochaine. Donc, automatiquement, vous n'avez même pas besoin de faire demande. Tous les cours que vous suivez, vous êtes éligible à une bourse de 100 $ par tranche de 3 crédits. Vous suivez à peu près 30 crédits par année, ce qui veut dire que vous êtes éligible à 1 000 $ par année. Donc, ça, c'est automatique. Personne ne va vous poser de questions, faire remplir des formulaires. Il faut juste vous suivre les cours. Ensuite, si vous avez, à partir de la 2e année, des bonnes notes, on va vous... par bonne note, je veux dire 80 % de moyenne et plus.
vous allez être éligible à un 200 $ additionnel par tranche de 3 crédits, ce qui est pour une année, c'est 10 cours, c'est 2000 $ par année. Fait que vous regardez aussitôt que vous avez des bonnes notes, une diminution des frais, des droits de scolarité là, de 3000 $ par année. Ça, c'est sans compter toutes les autres bourses qu'il y a à l'université. Pour les étudiants qui étudient, par exemple, en psychologie, en études des enjeux humains et sociaux et en administration, il y a des bourses diversifiées selon le centre de bourse ici à l'université. Donc, il y a toujours des endroits où vous pouvez trouver de l'argent additionnel là, qui vous est donné donc, par l'université. J'ai-tu parlé? Oui, j'ai ça. OK. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez aller sur notre site web aussi, là, sous bourse et financement des études. Donc, vous allez voir, il y a pas juste les droits de scolarité qui sont facturés, mais bien, il y a les frais administratifs pour les étudiants internationaux et quelques autres frais comme le droit d'auteur, des photocopies ou des choses comme ça qui sont demandées par les profs. Mais en général, vous regardez à une année, là, vous allez avec tous les frais additionnels, environ un 10 000 $ pour les frais. Puis ensuite, on peut déduire là, les bourses que vous allez pouvoir recevoir chez nous. Là. Donc, si on parle juste des droits de scolarité et des frais administratifs, on regarde à 6 000 $ canadiens pour une année universitaire chez nous. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Samantha. Merci beaucoup, Dan et Daniel. On espère là, que vous avez été un peu enchantés par notre formule puis que vous la trouvez aussi intéressante que nous. Si jamais vous avez des questions, vous voulez poursuivre, c'est certain que nous, on est là en ce moment en direct pour répondre à des questions. Il y a aussi une nouvelle plateforme qu'on vient d'intégrer dans notre site web qui s'appelle Unibuddy. Donc ça vous permet de poser vos questions de façon générale. Ça vous permet aussi de sélectionner un profil de personne à qui vous souhaitez parler. Donc, cette personne-là, ça peut être un agent de liaison comme Daniel, ça peut être une personne au bureau de l'International comme moi, ça peut être un ancien étudiant comme Dan, ça peut aussi être un de nos étudiants mentors, ça peut être un étudiant dans le programme de psychologie ou d'études des enjeux humains et sociaux. Donc, il y a toutes sortes de profils. Donc, essentiellement, selon la nature de votre question, vous pouvez vous adresser à une personne qui, en théorie, devrait avoir le bagage de compétences nécessaires pour vous répondre. Donc, ça, c'est intégré sur notre site web. Maintenant, mis à part le site web, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec notre agente de liaison qui est là aujourd'hui, Daniel, qui est en train de se mettre en évidence. Donc, elle a son adresse courriel là et aussi son numéro WhatsApp. Donc, au fil du temps, on a constaté que les gens privilégiaient vraiment WhatsApp comme mode de communication pour sa rapidité, l'informalité de la chose. Donc, sachez que c'est possible. Sachez aussi, c'est certain que je l'ai fait dans cette présentation ici, mais sachez aussi qu'il y a des très fortes chances que vous allez vous faire tutoyer en Ontario. Je pense que ça fait allusion aussi à la nature un peu informelle là, de la relation qu'on cherche à créer avec vous, puis du suivi avec toi, et du suivi personnalisé. Donc, attendez-vous à ça. Puis, à des belles images comme celle qui est devant vous, puis la prochaine ici, qui est ça c'est Takapuskissin, c'est la rivière, mais sachez qu'il y a des scénettes comme ça partout là, dans nos communautés. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va passer la parole peut-être à Jacques-Henri pour les questions, s'il vous plaît. Exactement. Donc, il y a quelques questions. Donc, moi, j'en ai aussi quelques-unes. Il y a quelqu'un ici qui nous pose la question, donc, qui était sur YouTube et qui nous dit que sa sœur donc est en train de faire des études donc en génie civil, qu'elle est en 3e année, puis il nous dit ce qui est possible de poursuivre en France. Je pense qu'il voulait dire est-ce que c'est possible de poursuivre au Canada. Est-ce que donc si je comprends bien, le programme de génie n'est pas un programme qui est offert par votre université? C'est ça. Donc, malheureusement, le programme de génie n'est pas dans notre offre de programme. Cela étant dit, on va souvent voir des gens, justement avec une formation, par exemple en génie, qui vont vouloir venir chercher une formation complémentaire. Donc, par exemple, l'administration des affaires, lui permettant peut-être d'ouvrir une boîte de gestion de projet, de quelque sorte. Donc, on va souvent voir un peu des suites ou des enchaînements d'études
pas forcément dans le même domaine, mais dans des domaines complémentaires. Donc, ça pourrait être le cas pour cette personne-là, mais malheureusement, si la personne souhaite vraiment rester dans le domaine des génies, on n'a pas ces programmes-là. Donc, il y a une autre question ici, c'est concernant donc les frais de scolarité. Donc, il y a quelqu'un qui a été sur votre site pendant la session et qui a regardé, qui a vu que, bon, pour les étudiants internationaux, pour un premier cycle, le baccalauréat, c'est de 703 $ par cours de 3 crédits. Et puis, pour un baccalauréat, donc en gestion des ressources humaines, il y a combien de crédits? Donc, la personne voulait savoir le montant total donc, des frais de scolarité. Donc, pour un baccalauréat en gestion, qui est l'équivalent de 3 ans là, en administration des affaires, on regarde à 90 crédits. Et ensuite, pour le programme de le BAA en administration des affaires, qui est 4 ans, donc spécialisé, vous regardez à 120 crédits. Donc, vous regardez, une bonne estimation, là, je vais vous dire, c'est entre 10 et 11 000 $ là, pour les frais sans les bourses là, par année scolaire. Puis juste pour préciser, comme Daniel mentionne, les 90 crédits, c'est sur la totalité du programme. Généralement, on va suivre environ 30 crédits par année, donc l'équivalent de 10 cours. Donc, ça vous donne un peu, comme Dan le mentionnait, là, par bloc, 5 blocs à l'automne, 5 blocs à l'hiver. Donc, j'ai calculé rapidement. Donc, au taux actuel, 10 000 $ canadiens, ça fait à peu près 6 870 €. Donc, ce qui fait que c'est tout à fait abordable. Moi, j'ai juste une petite question. Donc, pour le logement, parce que donc on sait que le logement, par exemple, à Montréal, ça commence à être assez tendu. C'est difficile pour les étudiants de se trouver un logement. C'est la même chose ici en France. C'est très difficile pour les étudiants de se trouver un logement. Dans vos communautés, est-ce que c'est facile de se trouver un logement? Est-ce que l'Université Hearst offre des résidences? Cela dépend vraiment là, de quand on reçoit le permis d'études, par exemple. C'est certain qu'au début, on a beaucoup plus de place parce qu'on a des résidences à Hearst et à Timmins. Puis, à Kapuskasing, on a une entente avec un propriétaire privé. Puis, à Kapuskasing, habituellement, on ne manque jamais de logement. Donc, ça, c'est super. À Hearst, habituellement, c'est l'endroit où on manque de logement le plus rapidement. Puis, cette année, à l'automne, il restait, je crois, 2 places à Timmins. Donc, oui, on a de la place. Ça, c'est merveilleux. Il y a juste, à l'exception du campus de Hearst, parce que c'est habituellement le campus le plus populaire, étant le plus loin de l'aéroport et tout. Des fois, je me demande pourquoi, mais je vis à Hearst, donc moi, je comprends pourquoi les gens sont à Hearst. Mais oui, il y a quand même une crise de logement si vous prenez des logements hors campus. Mais habituellement, on essaie d'appuyer les étudiants là, à trouver des logements. Là. Donc, par exemple, j'ai des exemples des étudiants qui sont arrivés cet automne, puis on a cherché avec eux là, un logement pour pouvoir les loger ensemble. Là. Donc, pour pas qu'ils soient séparés l'un de l'autre. Souvent, c'est des frères, des sœurs. Donc, on essaie de trouver du logement là, externe avec de l'appui des gens qui travaillent au logement, justement. Donc, vous avez un bon appui pour les étudiants qui arrivent, donc ils ne seront pas laissés tout seuls dans la nature pour essayer de se trouver quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on sait que quand on décide comme ça d'aller étudier à l'étranger, c'est quand même un saut important. Là. Je veux dire, Dan, toi, tu l'as fait. Je veux dire, c'est une décision qui est difficile à prendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel a été ton cheminement? Ah oui. Alors, je dois t'avouer que l'intégration, vraiment, quand on change d'atmosphère climatique comme ça, c'est vraiment l'une des plus difficiles. Et après ça, tu vois, on avait comme l'adaptation au niveau de la langue. Comme le français, qui est comme beaucoup parlé ici, nous autres, on n'est pas très habitués à ça, d'où je viens. C'est une région vraiment francophone. Je viens du Gabon. On est pas mal francophone. Et les accents, vraiment, ça diffère. Donc, ça demande une grosse pratique au niveau de l'écoute. Mais aussi, c'est parce que le fait d'être beaucoup plus en contact, et je vais répondre à Daniel qui demandait pourquoi est-ce que le monde vient beaucoup plus à Hearst, c'est parce que la communauté est beaucoup plus accueillante et chaleureuse. Le fait d'être dans une petite communauté francophone, c'est pas mal intéressant et attirant. Et le fait d'avoir à côtoyer beaucoup de personnes, ça permet facilement de travailler son écoute, de travailler ses expressions québécoises et francophones d'ici. Mais ça permet aussi à une acclimatation beaucoup plus rapide. Donc, moi, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est encore même dans la ville, que je consulte encore très fréquemment,
c'est quelqu'un qui m'a pas mal appuyé dans mon intégration parce que il faut s'adapter déjà au froid. Les températures ne sont pas toujours les plus gentilles ici. Et c'est comme te montrer des petites astuces, comment est-ce qu'il faut s'habiller à moins 30 ou moins 20. Et c'est comme avec l'appui d'un mentor, mais aussi avec la communauté qui était toujours derrière nous, qui nous a embrassés. Ça a permis une adaptation assez rapide. Et après, je ne te cache pas qu'il y a pas mal de belles activités à voir, comme la pêche sur la glace, qu'il faut découvrir, absolument à découvrir. Et on a comme beaucoup de randonnées, hein. En forêt, ici, c'est vraiment de très belles forêts. La forêt boréale, l'une des plus belles que j'ai eu à voir. Donc, c'est un peu ces activités aussi qui accélèrent ou encore qui agrémentent l'adaptation, en fait, pour les nouveaux étudiants. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir froid aux yeux, et littéralement, parce qu'il fait froid aussi. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Comme tu m'as tendu une perche avec le mentor, donc parce que j'avais une question là-dessus, est-ce que c'est toujours un étudiant, le mentor, ou c'est peut-être un professeur ou Alors, le mentor, c'est un étudiant de 2e année, mais on s'assure qu'il a déjà eu l'adaptation qu'il faut déjà au sein de la ville. C'est un étudiant au minimum de 2e année, sinon ça peut être un étudiant de 3e ou de 4e année, en fait. Je pense que le mot mentor aussi, si je peux permettre d'appuyer ce fait-là, c'est quelqu'un comme, tu sais, avec une sagesse là, de laquelle on cherche à côtoyer, à s'inspirer. Donc, c'est certain que les professeurs, ils peuvent, tu sais, au cours de cette relation-là, devenir des mentors en nous, des mentors pour nous. Mais par ici, quand on parle de mentor, on parle vraiment d'un programme quand même assez structuré d'accompagnement fait par des étudiants de 2e, 3e, 4e année, tu sais, avec une bonne compréhension de l'université, avec un bon niveau académique, avec une bonne, je sais pas, réputation dans la communauté ou une bonne connaissance de la communauté qui fait en sorte que cette personne-là peut guider en quelque sorte l'étudiant. Donc, tu sais, on voit différentes définitions de mentor, mais on parle ici plutôt de cette relation-là avec une personne d'expérience qui nous éclaire le chemin un peu. C'est ça. Et l'autre atout, c'est que le fait que ce soit un étudiant, ça permet une facilité dans l'échange, en fait. Donc, le fait qu'on ait un étudiant comme toi qui a un peu traversé la même situation que toi, il peut vraiment comme facilement te comprendre, mais aussi comme t'encadrer dans certaines situations, en fait. Et c'est vraiment un atout parce que ça m'a aussi motivé, moi, à mon tour, à devenir mentor. Et ça m'a permis d'encadrer aussi d'autres étudiants et d'en inspirer certains à devenir mentors. Donc, c'est comme une chaîne qui s'est comme reflétée avec le temps. Oui. C'est excellent. Là, je vais reprendre les questions donc, qui nous arrivent. Donc, il y a une question concernant, donc, est-ce qu'il y a une formation pour ceux qui désirent devenir enseignants d'éducation physique? Bon, je peux y aller. Donc, en Ontario, les formations en enseignement, je me permets de répondre à la question parce que je suis mariée avec un enseignant, donc je connais la démarche un peu. Et donc, il y a essentiellement 3 paliers d'études. Donc, il y a la petite enfance là, de à peu près 4 ans à, je sais pas, 7-8 ans, donc de la maternelle à la 4e année dans nos termes ici. Ensuite, tu as les études intermédiaires qui partent de la 4e année, qui vont jusqu'à la 10e année, qui est l'équivalent de notre école secondaire. Donc, ça serait comme au lycée, ça serait comme la 2e ou la seconde ou la première plutôt. Ensuite, tu as la terminale. Première terminale. Ça serait comme la seconde, voilà. Et ensuite, tu as les études supérieures, donc qui sont la 11e et la 12e année, donc la première et la terminale dans des termes là au lycée. Donc, dépendant du niveau où on enseigne, on a peut-être ou pas besoin d'avoir des études spécialisées pour enseigner ce cours-là. Donc, par exemple, de la maternelle à la 8e année, on peut se retrouver à enseigner un cours d'enseignement physique, pas forcément parce qu'on a un diplôme en éducation physique, mais parce que c'est le poste qu'on a réussi à avoir dans une école. Cela étant dit, dans les cycles supérieurs, donc l'équivalent du lycée, ça prend maintenant une formation spécialisée ou qu'est-ce qu'on appelle des matières enseignables. Donc, il faut avoir côtoyé un certain nombre de ces cours-là pour être en mesure d'enseigner cette matière-là. Donc, par exemple, la mathématique ou la physique ou même chose pour l'éducation physique. Pour quelqu'un à l'Université de Hearst, par exemple,
quelqu'un qui s'intéresserait à une carrière en enseignement, plus spécifiquement en enseignement physique, c'est certain que nous, on n'a pas spécifiquement ces cours-là. Mais ce qu'on a souvent fait dans le passé, c'est qu'on permet aux gens de réunir leurs cours au choix. Donc, dans chaque matière dans chaque programme, il y a un certain nombre de cours obligatoires, il y a un certain nombre de cours au choix. Donc, on va permettre à la personne de réunir ou d'accumuler ses cours au choix, mais de faire ces cours-là en partenariat avec un autre établissement pour lui permettre d'aller chercher sa matière enseignable, que ce soit en mathématiques ou en éducation physique, ou vous voyez un peu. Mais Daniel le mentionnait, là, vraiment n'importe laquelle de nos formations pourrait mener vers l'enseignement. La formation en études des enjeux humains et sociaux étant la plus polyvalente d'une certaine façon pour aller chercher justement ces matières enseignables-là. J'ajouterais aussi le programme pour enseignement en éducation physique, j'ajouterais que psychologie serait probablement chez nous le meilleur programme parce que nous, dans les écoles secondaires et écoles primaires, on va vraiment avoir un volet santé à l'intérieur d'éducation physique. Donc, la personne devrait être polyvalente à faire, oui, du sport, mais aussi à faire la formation en santé à travers de ça. Puis nous, tu dois faire un programme de premier cycle. Ensuite, tu dois faire demande pour pouvoir aller à l'École des sciences de l'éducation, qui est un programme de deuxième cycle. Voici une autre question, c'est est-ce qu'on peut faire un master donc à l'Université de Hearst? Je vais m'avancer. Donc, on a un programme de deuxième cycle, mais il manque 6 crédits pour que ça soit une maîtrise, que nous, dans le jargon, le master serait pour vous. Donc, c'est quand même un diplôme de deuxième cycle, donc vraiment le diplôme d'études supérieures en psychothérapie, mais c'est vraiment pour les intervenants, là, pour faire partie de l'Ordre des psychothérapeutes de l'Ontario. Toutefois, il y a possibilité de faire la transition dans une autre université pour aller faire une maîtrise, un master dans une autre université à partir de l'université de Hearst. Donc, on a des tremplins comme en administration des affaires, par exemple, c'est possible d'aller à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour devenir comptable. Puis, on a beaucoup d'étudiants qui font la transition en psychologie pour aller faire leur maîtrise en psychologie, puis ensuite aller au doctorat. Donc, les transitions, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas touché beaucoup, là. Donc, est-ce que vous en avez pas mal de transitions possibles comme ça vers d'autres institutions? On a 2 ententes officielles. Donc, on a vraiment on a notre deuxième cycle, mais vraiment, on a avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour la comptabilité. Mais on est en train de développer de plus en plus là, des ponts puis des passerelles là, pour se rendre à d'autres endroits. Mais on n'a pas de place nécessairement de réserver ailleurs dans d'autres programmes. Je partagerais peut-être une petite anecdote aussi, juste qui témoigne un peu du suivi personnalisé puis de la relation qu'on réussit à créer dans cette petitesse-là à l'Université de Hearst. On tisse des liens avec nos professeurs. On est 25 dans une salle de classe et donc on a la chance d'échanger beaucoup avec cette personne-là. Ça devient une personne importante pour nous. Ça peut venir une personne aussi qui s'intéresse à notre cheminement, à notre épanouissement. Donc, je partage la petite expérience d'une étudiante qui a commencé ses études en psychologie à l'Université de Hearst, qui voulait poursuivre à la maîtrise et qui savait pas vraiment, il y avait tellement d'options, elle ne savait pas nécessairement par où se lancer. Et son professeur à l'Université de Hearst, était tellement impressionnée par elle en tant qu'étudiante qu'elle a dit « Ah, moi, j'aimerais ça te brancher avec ma directrice de thèse à telle université. » Et donc, ça a ouvert la porte pour cette étudiante-là de continuer ses études un peu avec une référence là, de son professeur. Donc, on va voir des choses comme ça, bien que c'est pas dans le cadre d'entente formelle. On voit ce genre d'accompagnement-là pour les études supérieures. Okay. Je dois peut-être rajouter un détail, c'est que beaucoup d'étudiants, le fait d'avoir connu beaucoup d'enseignants, le fait d'avoir connu des étudiants presque assez très individuellement, parce que 25 étudiants par classe, ça permet une facilité. Il est arrivé que beaucoup d'enseignants se sont portés comme qui dirait, recommandants, ou encore ils ont offert leur service comme lettre de recommandation, ou encore comme Comment tu me prêtes le terme, Samantha? Référence, peut-être? Référent. C'est-à-dire, dans la recherche d'emploi, il est arrivé qu'on demande des référents
auprès de certaines personnes. Donc, beaucoup d'enseignants se sont portés comme garants de beaucoup d'étudiants pour les accompagner dans le milieu du travail, sur le marché du travail. Donc, vraiment avoir des références de la part d'un enseignant, c'est quelque chose de pas mal pertinent aussi. Et beaucoup d'enseignants ont eu à référer beaucoup d'étudiants. Et ça, c'est comme, moi, de mon point de vue d'ancien étudiant, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça m'a aussi aidé à avoir certains postes ou encore à avoir certaines facilités dans la recherche d'emploi, en fait. Et il faut se remettre ici, là, pour que les gens n'oublient pas que, je veux dire, vous, c'est une pédagogie par bloc. Donc, ce qui veut dire que les professeurs, ben, je veux dire, ils voient les étudiants, donc 4 jours semaine, à tous les matins, un petit peu l'après-midi. Donc, je veux dire, effectivement, ça fait que ben, ça noue des liens parce que c'est comme s'ils vivaient avec eux. C'est pas 3 heures semaine dans un amphithéâtre où est-ce qu'il y a 250 personnes, puis je veux dire, on est un anonyme dans la salle. Là, vraiment, donc, je veux dire, on est en petit groupe, puis on est toujours accompagné du professeur ou des professeurs. Donc, ce qui fait qu'effectivement, donc, ils nous connaissent nécessairement après avoir fait un bloc. Puis je dirais, excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole, mais je dirais qu'il s'ajoute aussi à ça la dimension de l'apprentissage expérientiel. Donc, quand on va sur le territoire, c'est vraiment des expériences qui nous soudent ensemble, comme on vit une expérience à 25 personnes qui nous appartient juste à nous. Ça fait que ça aussi, ça l'aide à vraiment cimenter ou solidifier ces liens-là entre nous et nos professeurs et nos collègues de classe aussi. C'est vrai parce qu'on a vécu des choses uniques ensemble et donc ça nous fait des souvenirs ensemble et puis ben, je veux dire, oui, c'est vraiment quelque chose qui est très différent de ce qui se passe habituellement dans l'éducation ici, en tout cas en France, où là, ben, je veux dire, il y a vraiment une notion de partage aussi, puis aussi, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, mais qu'il y a aussi beaucoup d'insistance sur développer des compétences sociales, donc des soft skills. On ne va pas juste apprendre de la théorie dans des livres, mais on va aussi apprendre à comment interagir avec les autres, comment devenir donc une belle personne humaine, entre guillemets. Tout à fait. On a justement le savoir-faire et le savoir-être. Donc, on ajoute toutes ces belles compétences-là dans le savoir-être. On dit que l'information qu'on a aujourd'hui dans notre tête va être bonne peut-être 5, peut-être 10 ans, mais tellement que les choses évoluent rapidement que c'est justement ces soft skills-là ou les façons, le savoir-être vraiment qui va nous permettre de nous adapter à des nouvelles situations. Justement, le fait de vivre une expérience à l'international, on s'imagine les compétences qu'on va chercher en faisant ça par rapport à l'autonomie, la débrouillardise, l'adaptabilité. Donc, c'est toutes des choses qui deviennent des épingles à notre chapeau, si on veut, quand on va aller après sur le marché du travail puis chercher à débuter, à développer notre carrière. Donc, il y a beaucoup d'autres questions encore. Là, il y a une question qui est-ce qu'il est possible de faire un master en génie climatique? Non, peut-être qu'on va répondre rapidement, comme tu as mentionné le fait. Oui, vas-y, Daniel. On a une étudiante qui a fait études des enjeux humains et sociaux, spécialisé en écologie et en intervention là, sur la planète, si on veut. Elle a vraiment fait sa thèse de 4e année sur le sujet. Et ensuite, elle a été à la maîtrise au Québec en environnement. Puis maintenant, elle travaille pour la ville de Chicoutimi. C'est elle qui développe les plans durables. Je sais qu'elle travaille présentement sur le compostage dans la ville, sur un plan de compostage et toutes des choses comme ça, là. Donc, il y a possibilité avec les programmes parce que justement, on est tellement prêt avec les profs. Des fois, quand on arrive en 4e année, il y a des cours, comme dans l'étude des enjeux humains et sociaux, où tu dois rédiger quelque chose, puis tu peux le concentrer sur un intérêt à toi. Tant que tu es capable de prouver que c'est intéressant et que ça vaut la peine. Donc, cette étudiante-là, c'est ce qu'elle a fait. Là. Elle a vraiment fait. Donc, on ne l'offre pas, nous, un master dans ce domaine-là, mais ta 4e année, on peut la spécialiser dans ça. On va trouver les ressources nécessaires, puis après ça, tu vas pouvoir faire la transition vers la maîtrise ou le master dans ce domaine-là. Donc, si je comprends bien dans ce que tu dis, Daniel, ça veut dire aussi que vous montrez aux étudiants à comment apprendre par eux-mêmes. Et effectivement, c'est ce que tu disais, Samantha, c'est quelque chose qui va leur servir toute la vie parce qu'effectivement, donc le savoir qu'on apprend aujourd'hui, ben, je veux dire, il est tellement vite dépassé, surtout dans des domaines qui sont plus techniques. Je veux dire, ça va tellement vite
qu'il faut être capable justement d'avoir la capacité d'apprendre par soi-même. Et si effectivement les étudiants sont capables de faire ça en 4e année, je veux dire, ça fait qu'ils démontrent aussi cette capacité-là à apprendre par eux-mêmes. Donc, c'est formidable. J'ajouterais aussi, excuse, juste une petite anecdote Oui. là-dessus, puis après ça, on va peut-être réduire les anecdotes, là, comme tu dis qu'il y avait beaucoup de questions, mais juste un peu là-dessus. Parfois, à un moment donné, on expliquait justement la formule bloc, on expliquait la formule d'apprentissage expérientiel, puis il y a quelqu'un qui nous disait, oui, mais le prof, il fait quoi? Tu sais, si je suis pas dans une formule magistrale que je connais, où il y a quelqu'un qui connaît des choses, qui me crache de l'information, puis que moi, je suis évaluée sur ma capacité à recracher cette information-là. Qu'est-ce que le prof, il fait? Mais dans le fond, c'est son travail d'encadrer la personne justement dans sa propre apprentissage ou le développement de sa façon d'aller chercher de l'information, de juger de la crédibilité d'une source, de se poser des bonnes questions, de réunir de l'information en fonction de ça. Donc, ça, c'est tout le savoir-être là, qui va nous amener beaucoup plus loin que savoir une date ou une chose par cœur. Tout à fait. Donc, je vais continuer les questions parce qu'il y en a qui arrivent. Puis bon, je n'ai pas encore posé toutes mes questions. Donc, est-ce que vous faites le baccalauréat en sciences infirmières? Non, malheureusement. Désolée. Je sens comme si on va dire non souvent, malheureusement. Donc, là, quel est le niveau d'anglais requis? Ah, ça, c'est une bonne question. Pour le moment, on ne cherche pas des évaluations linguistiques ou langagières pour l'offre d'admission. Et aussi, on ne l'a pas mentionné, ça, dans notre chose, mais c'est important de noter que c'est pas un concours à l'Université de Hearst. C'est vraiment une admission basée sur votre rendement jusqu'à présent. Donc, on va prendre vos relevés de notes, puis on va les évaluer. Puis en fonction des critères d'admissibilité, on va admettre les personnes. Donc, on est loin là, de la formule de Parcoursup où on doit tout aller dans un concours, puis on va peut-être ou pas se faire sélectionner. Donc, ça réduit beaucoup le stress à ce niveau-là. Mais rapidement, pour répondre à la question, il n'y a pas de compétences langagières requises. Cela étant dit, on a justement le Centre de développement de l'anglais présent dans l'université qui cherche à vous aider à améliorer ces compétences-là. Donc, il y a aussi quelqu'un qui pose une question donc, sur un bac +3 en marketing. Est-ce que c'est possible de s'inscrire? Donc, Oui, on l'a, celle-là. Celle-là s'insère dans ce que nous, on va appeler l'administration des affaires ou la gestion. Donc, il y a une dimension de marketing là-dedans, toujours avec la possibilité là, de concentrer ses cours au choix peut-être plus vers le domaine du marketing que des autres domaines. Puis là, il y a une autre question sur laquelle je vais greffer mes questions aussi, c'est en termes de travail, quel est le taux d'employabilité dans la ville de Hearst ou la région? Est-ce qu'en été, les étudiants trouvent facilement des jobs d'étudiants? Est-ce que donc un étudiant qui a un permis d'études l'été, donc il peut travailler à temps complet normalement, est-ce que donc il se trouve facilement un boulot? Et puis, est-ce qu'un étudiant qui a son diplôme de l'Université Hearst peut prétendre au permis de travail post-diplôme par la suite? Et l'autre question que j'avais, c'était aussi donc toujours par rapport au travail, au stage. Donc, ce sont des milieux quand même qui sont, il ne doit pas y avoir 100 000 employeurs donc dans les villes où vous êtes installés. Comment vous faites pour trouver les stages? Est-ce que c'est le jeune qui doit trouver lui-même son stage ou si vous l'aidez dans cette démarche-là? Puis, donc, est-ce que c'est relativement facile de se trouver un stage ou est-ce que des fois, ils sont obligés de s'éloigner des régions dans lesquelles ils étudient? Je peux commencer avec l'emploi parce que ça répond à ma question de pourquoi les gens choisissaient Hearst. Ça vient de me rappeler. Souvent, les étudiants arrivent avec leur curriculum vitae, déposent leur CV dans un emploi, chez un employeur, puis le soir reçoivent un appel, puis commencent le lendemain matin. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que les gens choisissaient le campus de Hearst originalement. Le taux d'emploi est élevé. Vous avez le droit de faire 20 heures par semaine pendant vos études. Puis, dans certaines régions, comme le campus de Hearst, vous pouvez même travailler dans un moulin à scie. Puis ça, c'est payé à
environ entre 25 et 50 de l'heure. Tandis que le salaire minimum est environ 15 de l'heure. Donc, vous pouvez faire le même montant d'heures, mais faire 2 fois plus d'argent, 3 fois plus d'argent, là, dépendant des emplois. Donc, dépendant des campus, je sais qu'à Hearst, il y a quand même beaucoup d'emplois, surtout au salaire minimum. Ça, vous allez en trouver là, dans l'espace de quelques jours. Kapuskasing aussi, si je ne me trompe pas, il y a quand même beaucoup un taux. Samantha, c'est toi, tu es à Kapuskasing? Oui, puis, est-ce que je vous ai perdu parce que je cherchais un nom, mais oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, dans le fond, c'est qu'au début, on avait un peu de la difficulté à percer le marché du travail temporaire et les beaux travails d'été, là, dont Daniel mentionnait. Mais depuis, tu sais, ça fait depuis 2014 qu'on accueille des étudiants internationaux. Je trouve qu'on a vraiment, tu sais, taillé une belle place pour les étudiants. Donc, souvent, d'une année à l'autre, là, on va enchaîner avec des postes étudiants. Il y a aussi, je voulais mentionner, parce qu'il y avait une question par rapport au permis de travail post-diplôme. Donc, je voulais mentionner que l'Université de Hearst, on est un peu gâtés, si on veut. Si on regarde les critères d'admissibilité pour le permis de travail post-diplôme, tu sais, ça doit être une formation de plus de 6 mois qui mène à un diplôme, à temps plein, etc. Donc, nous, on est facilement éligible au permis de travail post-diplôme. Non seulement, on est facilement éligible à la durée maximale de 3 ans. Donc, ça permet aux gens d'avoir l'occasion d'avoir un permis de travail ouvert pour gagner une expérience de travail en espérant peut-être postuler pour un programme de résidence permanente. Et encore, il faut dire que nos programmes, par leur nature universitaire, par les domaines d'études dans lesquels qu'on offre, permettent aux gens aussi facilement de décrocher des travails éligibles dans des domaines éligibles à plusieurs programmes de résidence permanente. Donc ça, c'est vraiment un atout certainement pour les personnes qui cherchent le Canada comme une destination plus permanente. Il y avait aussi un élément de stage. Donc, comment est-ce qu'on décroche nos stages? On a dans chacune de nos communautés des conseillers en développement professionnel. Et ces personnes-là sont responsables en quelque sorte d'entretenir un réseau d'employeurs. Donc, il y a d'une façon, l'université avec son réseau d'employeurs puis de possibilités de stages qui peut proposer des stages à l'étudiant, mais l'inverse peut aussi arriver où un étudiant nous arrive puis nous dit « Ah, il y a la possibilité de faire comme un programme d'aide humanitaire en Haïti, il cherche à coordonner des efforts, moi je veux aller faire ça ». Puis là, nous, on va chercher à appuyer cette personne-là pour décrocher ce stage-là. Donc, les deux possibilités sont vraies. Il y a l'université qui offre, mais il y a l'étudiant aussi qui peut proposer. Puis je voulais juste dire aussi qu'on a c'est ce mot-là que je cherchais, parce qu'il vient de changer son titre, mais le Centre de développement professionnel, puis je m'excuse d'avoir pas dit le bon titre, qui eux cherchent à préparer les gens pour le marché du travail. Donc, toutes les compétences qui peuvent avoir lieu par rapport à les habiletés langagières, le savoir-faire au niveau de comme la ponctualité, les méthodes de travail, etc. Donc, eux, ils cherchent vraiment à préparer les étudiants pour aussi cheminer facilement vers le marché du travail. Donc, il y a le stage qui va t'aider à gagner une expérience, à peut-être obtenir des personnes qui peuvent agir à titre de référence professionnelle. Il y a le centre de développement qui propose. Donc, il y a plusieurs éléments qui cherchent à rapprocher les gens ou plutôt éliminer l'écart entre le marché du travail et les études universitaires pour que les gens soient bien préparés à ça puis qu'ils puissent enchaîner facilement vers ça. Puis on l'a vu dans le passé aussi, là, où des étudiants faisaient un stage dans leur 4e année, puis ils n'avaient même pas encore reçu leur diplôme, puis ils avaient déjà une offre d'emploi de l'endroit où ils avaient fait un stage. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, si on veut, quand même, là, dans le nord de l'Ontario. Donc, des gens qui étudient en psychologie, en études des enjeux humains sociaux et en administration des affaires sont très, très, très en demande. Donc, souvent, si vous avez fait une vraiment bonne impression durant votre stage, souvent, ça fait un résultat là, d'avoir peut-être même une offre d'emploi à la sortie. Là. Puis, je voulais rajouter peut-être quelque chose d'autre sur ça, c'est qu'on a déjà eu des personnes qui ont eu peut-être plus de difficultés à décrocher ce premier emploi-là.
Ces gens-là vont être beaucoup accompagnés par leur mentor. Puis une des activités qu'on va souvent proposer, c'est le bénévolat, non pas pour une espèce de travail gratuit qu'on va faire, mais plus comme des actions communautaires. Et on a un petit exemple d'un étudiant qui avait de la difficulté à décrocher un boulot. On l'a connecté avec la Banque alimentaire où il a commencé à faire du bénévolat quelques journées par semaine. Il a eu la chance de rencontrer une gentille dame-là, ils sont devenus des amis sans le savoir. Elle était la gestionnaire du Canadian Tire, une quincaillerie dans la communauté. Puis, elle lui a proposé un travail. Donc là, il a rapidement travaillé là, il a rapidement pu monter à l'échelle de manager, gestionnaire. Donc, ça a commencé par du bénévolat, un travail gratuit, impayé, mais ça peut mener vers d'autres choses. Donc, souvent, on va développer, quand la personne a de la difficulté à décrocher un boulot, on va travailler avec elle aussi pour l'aider dans ce sens-là. Et ça, c'est typiquement canadien, je dirais, parce que, je veux dire, la communauté, c'est quelque chose de très important et l'entraide au sein de la communauté, c'est quelque chose qui est fondamental. Peut-être à cause de la rigueur du climat qui fait que on est obligé de souder puis de travailler ensemble. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est le réseau, l'entraide, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vais poursuivre les questions parce qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Donc, une question ici, c'est pour toi, Samantha, parce que avec tes compétences de crier, puis-je venir au Canada en tant que touriste et rechercher une université pour terminer mes études? Oui, tout à fait. Surtout venant de la France, c'est quand même hyper facile pour vous de voyager au Canada avec une AVE, donc une autorisation de voyage électronique. Ça vous permet d'entrer sur le territoire canadien en tant que visiteur. De là, vous pouvez déposer une demande de, par exemple, vous trouvez une université et vous pouvez déposer une demande de permis d'études. Si les études sont d'une durée de plus de 6 mois, à ce moment-là, ça vous prend la demande de permis d'études. C'est certain que vous pouvez faire la demande à partir du Canada, mais la demande va quand même être traitée comme si elle est de l'extérieur. Mais quand même, pour nos demandeurs français, la demande se fait assez, j'ose pas dire facilement, mais plus facilement quand même. Okay, après ça, une question concernant les crédits canadiens, donc par rapport aux crédits CTS, qui sont les crédits européens. Mm-hmm. Est-ce que c'est équivalent à un crédit canadien qui vaut un crédit européen? J'avais peur de cette question-là, mais j'ai envie de répondre dans le sens où chaque établissement est responsable ou a ses propres critères de reconnaissance de crédit. Donc, nous, par exemple, si on a un étudiant qui a fait peut-être 2 années envers sa licence en France et qui veut poursuivre ses études ici au Canada, on va le prendre en considération. Donc, on a notre propre système d'équivalence de crédit. Donc, on va se dire, est-ce que ces crédits-là que la personne a accumulés dans telle matière sont l'équivalent de nous, tu sais, la matière semblable? Et je pense que chacune des universités sont responsables de développer leur propre système en ce sens-là. Donc, je dirais que ça va varier selon l'institution, mais c'est certain que nous, on est un établissement d'enseignement désigné avec une reconnaissance, tu sais, canadienne, qui veut dire que les crédits qu'on va faire à l'Université de Hearst sont pareils que les crédits qu'on ferait, par exemple, à l'Université d'Ottawa ou l'Université de Toronto ou n'importe quelle autre université canadienne. OK, après, il y a une question ici qui me dit que l'Université de Hearst ne dispose pas de nombreux programmes d'études. Il faut en ajouter d'autres programmes pour intéresser plus de candidats internationaux. Oui, donc, on travaille là-dessus. Donc, mais en même temps, je dirais que en écoutant Daniel qui parlait du programme l'étude des enjeux humains et sociaux, je veux dire, ça reste quand même quelque chose qui est assez large et qui permet donc d'acquérir des compétences qui vont nous permettre d'exercer toutes sortes de métiers. Donc, c'est parce que justement, on ne s'est pas spécialisé dans un truc. Donc, on a acquis des compétences qui sont facilement transférables à différents types de métiers. Donc, d'une certaine manière, je veux dire, c'est peut-être mieux d'avoir un diplôme de ce type-là que d'avoir un diplôme dans un domaine très, très précis qui va nous cantonner aussi dans un certain type d'emploi qui n'est peut-être pas nécessairement disponible immédiatement sur le marché du travail. Tout à fait, puis j'aime beaucoup la réflexion que tu apportes, Jacques-Henri, parce que souvent, pour avoir fait les salons de recrutement, les gens nous arrivent avec quelque chose de très focalisé. Je veux des études en, je sais pas moi, sciences politiques. Mais là, quand je relance la question, qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite après ça? Ah, c'est parce que je souhaite faire du développement international. OK, mais tu sais, un parcours en études des enjeux humains et sociaux pourrait facilement vous amener vers
ce genre de travail-là, ou même un parcours en administration des affaires pourrait facilement vous amener. Donc, tu sais, les études, c'est un élément de votre profil, mais il y a aussi l'expérience que vous allez accumuler, les travails d'été que vous allez avoir, les stages que vous allez faire, le réseau que vous allez développer, qui vont vous propulser vers le marché du travail puis vers votre carrière éventuelle. C'est pas spécifiquement les études ou seulement les études qui vont faire ça. Là, il y a une question qui concerne, qui est pour mes collègues de l'immigration concernant les demandes de permis de travail. Donc, là, nous, on ne répond pas à ces questions-là ce soir parce que c'est vraiment une soirée qui est consacrée à l'Université de Hearst, donc, et les études à l'Université de Hearst. Donc, je vous encouragerai à aller sur le site de l'immigration puis à utiliser le formulaire pour leur poser la question. Mais il y a une autre question qui touche, est-ce que c'est possible d'intégrer donc le diplôme d'administration après une licence? Tout à fait. Un bac plus 3. Oui, tout à fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va admettre les personnes qui ont déjà cette licence-là comme étudiants au 2e grade. Donc, sans pour autant intégrer la 2e ou la 3e année, on va regarder quel cours est-ce que cette personne-là a déjà pris et quel cours est-ce qu'il lui reste à prendre. Donc, c'est certain qu'il faut suivre un certain montant de cours à l'Université de Hearst, par exemple, pour qu'on soit capable de vous décerner ou de vous accorder un diplôme de notre établissement. Parce que des fois, les personnes vont dire « Mais j'ai déjà tout fait ça. » Puis là, ben, la réponse mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de venir étudier chez nous dans ce cas-là, tu sais? Mais c'est certain qu'on voit souvent des gens qui ont déjà débuté ou complété une licence qui vont poursuivre leurs études chez nous aussi. Donc, moi, quand je suis dans des salons, quand ça a commencé à réouvrir après la COVID, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus nous voir, nous, parce qu'on participe à beaucoup de salons, donc là, les salons Studirama, l'étudiant, le Figaro, et on a nos journées portes ouvertes aussi à l'ambassade du Canada. Et on en a une le 13 octobre de cette année, qui venaient nous voir en disant, ben écoutez, moi, je veux dire, M. Gagnon, je veux dire, j'ai pas été capable de me motiver, les cours en ligne, je veux dire, bon, et ben, j'ai échoué mon année. Est-ce que, évidemment, pour ces étudiants-là, c'est dramatique. Est-ce que c'est un étudiant, par exemple, qui a eu une erreur de parcours peut considérer, parce que j'ai vu vos critères, là, vous demandiez un certain nombre de notes, mais quelqu'un qui a déjà intégré l'université puis qui s'est cassé la gueule, entre guillemets, donc, à cause de la COVID, est-ce qu'il pourrait candidater chez vous? Je dirais que notre base d'admission, c'est souvent le bac. Donc, on retourne dans le temps. Ça fait qu'on cherche une moyenne de 11 sur 20 au bac. Même à ce point-là, des fois, c'est négociable. Là. Pour la personne qui a peut-être planté, là, on peut aller jusqu'à 10,5 sur 20 au bac. Et donc, les études qu'on va faire par la suite, c'est comme du bonus. Ça va nous permettre de peut-être se faire accorder un certain nombre de cours au choix qu'on n'a pas besoin de faire ou quelque chose comme ça. Mais notre base d'admission, ça revient toujours au bac. Puis, ce qu'on voit, un des parcours qu'on a déjà vu à l'Université de Hearst, surtout avec les étudiants de la France, c'est quelqu'un qui, par exemple, s'est pas rendu éligible dans le Parcoursup ou avait pas la moyenne requise pour intégrer une grande école, par exemple, et que cette personne-là a eu à faire un BTS en France. Mais cette personne-là, avec ces études-là, postsecondaires, a pu venir intégrer l'Université de Hearst avec un certain nombre de reconnaissances de crédit pour compléter une licence, ou ce que nous, on va appeler un baccalauréat canadien, et ensuite réintégrer à ce moment-là les grandes écoles de commerce en France avec son diplôme canadien. Donc, c'est pas nécessairement une façon de contourner, puis ça veut pas dire qu'on est plus facile ou on est plus accueillant, mais c'est certain qu'il y a une certaine... il y a plus de chances pour les gens en fonction de leur rendement individuel plutôt qu'en fonction de leur rendement comparativement au grand groupe. Là. OK. Et il y a une question aussi concernant, donc, si les élèves qui sont dyslexiques, est-ce que genre, vous avez des dyslexiques ou genre, moi je suis dyslexique, mais genre, il y a des étudiants aussi qui ont d'autres types de handicaps, ça peut être des handicaps physiques, ça peut être des handicaps d'apprentissage. Est-ce que vous offrez du soutien donc à ces élèves-là? C'est là que le centre d'accessibilité devient vraiment important. On a une étudiante qui vient de terminer son diplôme de deuxième cycle. Donc, elle a fait tout son bac chez nous. Elle est sourde, mais on l'a toujours accommodée, même que la graduation, elle a été
signé toute la graduation, puis les gens se sont donné la peine d'apprendre le langage des signes québécois pour pouvoir communiquer avec elle et où on trouvait une alternative. Puis là, elle vient de terminer le diplôme d'études supérieures en psychothérapie, puis on a toujours fait sous-titrer les cours, par exemple, parce que c'est beaucoup à distance et où on avait un interprète là, avec elle, puis on l'a accompagnée tout le long. Donc ça, c'est juste un exemple, mais oui, on a le service d'accessibilité, puis on demande de manifester dès le début là, le besoin d'accessibilité. Puis oui, ça nous fait plaisir là, de pouvoir accompagner ces étudiants-là. Mm-hmm. Ça, c'est une autre chose aussi, c'est qu'il faut que les gens donc soient pas gênés. Donc, je veux dire, Oui. moi, par exemple, je suis très dyslexique. Je veux dire, quand je faisais mes études, j'étais gêné de dire que j'étais dyslexique parce que et parce que c'était pas très bien vu à l'époque. Mais je pense que c'est important que les gens le disent. Donc, on peut mentionner peut-être aussi que le système est très... oh my God, le mot il vient de m'échapper. Privé, là. Voyons, confidentiel. Confidentiel. Oui. Donc, c'est ça, on peut se proposer au service sans pour autant que les gens le sachent. Puis, on peut obtenir des mesures d'accommodement en salle de classe avec le professeur, toujours sans toute la classe ait besoin de savoir. Okay. Oui. Très bien. Après ça, donc, est-ce qu'il y a un âge, une condition d'âge pour postuler? On a déjà eu un étudiant de 77 ans. Mais donc, encore plus que ça, on a eu une étudiante de comme 85 ans. Puis c'était hyper intéressant parce que s'était retrouvée dans un cours sur les rites de la mort. Puis là, tu sais, tu avais des étudiants musulmans avec des étudiants canadiens-français, avec une petite grand-mère. Tout le monde avec une expérience différente ou un vécu différent par rapport à cette thématique-là. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est certain que pour l'immigration, là, ça peut peut-être jouer. Tu sais, est-ce qu'on est prêt à accorder un permis d'études à cette personne-là, etc. Mais pour nous, à l'université, on ne discrimine pas. Après ça, est-ce que vous avez des formations en physiothérapie? OK. Non. Et là, après ça, il y a des gens qui demandent, est-ce que j'ai besoin d'avoir un certificat d'acceptation du Québec, un CAQ, pour aller à l'université de Hearst? On va rappeler la carte géographique du début. On est dans la province juste à côté du Québec, qui est l'Ontario. Puis en plus des nombreux avantages de cette province-là, il n'y a pas l'obligation du CAQ. Exactement. Et donc, il y a une autre question qui concerne, quelle est la différence entre les systèmes d'éducation hors Québec et du Québec? Donc, cette fois-ci, Ontario et Québec, parce que bon, il y a quand même des variations aussi d'une province à une autre. Donc, les différences principales entre l'Ontario et le Québec? Je te dirais que par rapport à l'université, c'est pareil à peu près dans toutes les provinces, incluant le Québec. Ce que le Québec a de différent de l'Ontario, c'est qu'ils ont des cégeps. Là, maintenant, je ne sais même pas c'est quoi l'acronyme pour ça. Je ne sais pas c'est quoi l'acronyme, mais le cégep est l'équivalent le Collège d'enseignement supérieur, enseignement général et professionnel. Voilà, OK, merci. C'est l'équivalent aux 11 et 12e année. Donc, tantôt, on mentionnait là, que les enseignants doivent se spécialiser soit au primaire, intermédiaire ou supérieur. Donc, notre 11e et 12e année que tous les étudiants, les élèves doivent suivre, nous, c'est un peu l'équivalent du cégep, à l'exception que on ne spécialise pas dans quelque chose spécifiquement. Donc, il y a quand même des cours spécifiques à suivre. Donc, c'est un peu différent, mais pas tout à fait. Oui, puis je dirais que pour les études supérieures, il faut, pour décrocher le permis d'études, il faut être un établissement d'enseignement désigné. Ça veut dire qu'on a eu comme une approbation du Canada, si vous voulez, pour être, comme une place crédible avec des diplômes crédibles, etc. Donc, je dirais que pour les études universitaires, c'est pareil là, en Ontario et au Québec. Donc là, il y a quelqu'un qui nous dit les frais d'administration les frais d'admission sont bien de 300 $. Pour faire une demande d'admission, donc il faut débourser, si je ne me trompe pas, la demande d'admission telle qu'elle, elle est 100 $ canadiens, mais il y a un frais d'évaluation du dossier qui est 200 $. Donc, c'est là que le 300 $ canadien s'englobe, mais ça comprend les deux. Donc, dès qu'on fait une admission, il faut une évaluation. Donc, les deux prix sont jumelés ensemble. Mm-hmm. Après ça, donc, il y a quelqu'un qui nous dit qui espère aller étudier donc, à l'université Hearst, donc qui attend son permis d'études depuis le mois de juin. Donc,
si quelqu'un, par exemple, a reçu sa lettre d'admission, a fait tout le processus, puis là, je veux dire, il attend après le permis d'études, est-ce que, et que les délais de traitement sont dépassés, est-ce qu'il peut, par exemple, vous contacter pour dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des liens avec toi en tant que crier? Est-ce que tu as des liens avec l'immigration? Moi, en tant que crier, malheureusement, c'est pas possible pour nous d'intervenir dans le processus. C'est certain que les délais de traitement ont été très longs. Normalement, les délais de traitement de la France ne sont pas aussi longs. Donc, je dirais qu'on est juin, juillet, août, septembre. On est dans des... Tu sais, si ça continue à persister, je dirais qu'on va peut-être dépasser la limite normale pour une demande à partir de la France. À ce moment-là, on va peut-être suggérer à la personne de relancer par l'entremise d'un formulaire web sur le site d'IRCC. Donc, ça, c'est la limite de l'appui qu'on peut mentionner pour faire bouger le permis d'études. Maintenant, j'aurais envie de laisser ma collègue Danielle répondre là, par rapport à qu'est-ce qui arrive quand, justement, on manque peut-être le semestre de l'automne, quelles options sont disponibles pour nous? Donc, habituellement, là, moi, je fais des suivis là, régulièrement avec les étudiants dès le moment qu'ils ont déposé et ils ont reçu une offre d'admission chez nous. Donc, je vais leur rappeler les dates limites parce qu'on demande de remplir certaines conditions avant certaines dates limites. Donc, au 1er juin, moi, je demandais de nous faire preuve de leur lettre d'introduction dans le sens qu'on devait savoir s'ils étaient pour venir. Puis de là, les inviter, s'ils n'avaient pas reçu au 1er juin, leur lettre d'introduction, de différer leurs admissions à la session d'hiver. Donc là, si la personne a une admission à l'hiver, je vais faire la même chose là, dans quelques semaines pour la cohorte d'hiver. Je vais les inviter à différer et ou faire une nouvelle demande d'admission en entier pour la cohorte de août 2024. Donc là, on est déjà en train d'envisager la cohorte dans un an. Donc, c'est ça. Moi, je fais des suivis régulièrement. Donc, c'est de me contacter sur WhatsApp ou par courriel. Puis moi, ça va me faire plaisir là, d'énumérer les dates limites. Puis c'est ça. Je fais des suivis. Là, je fais plusieurs suivis par courriel là, régulièrement là, avec tous les étudiants qui font une demande d'admission chez nous. Puis habituellement, c'est moi qui les fais. Donc, c'est très rare que c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est avec moi que vous allez échanger. Donc, c'est l'avantage d'une petite institution. C'est ça, on communique avec des personnes. Exactement. Est-ce que, donc, il y a 2 questions qui concernent encore les programmes. Donc, est-ce que vous avez un master en journalisme et en communication, puis un programme pour l'informatique? Oui, toujours pour communication, le premier, j'oublie maintenant. Journalisme et communication. Journalisme, voilà. Celui-là, je dirais que études des enjeux humains et sociaux, ça serait un programme très intéressant dans le sens où on cherche à amener les gens à avoir une perspective globale sur des enjeux, tu sais, avec une paire de lunettes historiques ou géographiques ou c'est social sur donc on amène les gens à des penseurs qui est très intéressant et se transposent très facilement dans le domaine de communication de journaliste. Cela étant dit, c'est toujours au premier cycle, donc on n'a pas la maîtrise ou les cycles supérieurs. OK. Et quels sont les délais de traitement d'une demande d'admission? La dernière fois que j'ai vérifié, c'était 30 jours ouvrables à partir du moment où ça ouvre. Mais dernièrement, je parlais avec des collègues. Là, ça se peut que pour la session de août 2024, on va prendre des admissions entre le 1er décembre et le 1er février. Puis, ça va être 30 jours ouvrables à partir du 8 janvier. Donc, les gens vont avoir des réponses entre janvier et février, là, probablement. Et là, il y a une question concernant donc quelqu'un qui, si on n'obtient pas, donc ce dont on parlait tantôt, si on n'obtient pas le permis d'études donc en temps, est-ce qu'on peut reporter donc d'une session sans avoir à payer à nouveau les frais d'admission? Il n'y a pas la totalité parce que là, l'évaluation a déjà été faite, donc on demande juste de repayer le frais d'admission. Donc, on demande pour créer une nouvelle lettre d'admission. Donc, le frais est 100 pour différer d'une session à l'autre, mais un dossier est valide que pour 1 an. Ça veut dire que si vous avez fait demande pour août 2023, par exemple, pour cette année, la lettre est valide juste pour la session de août et vous allez être capable de différer en janvier, mais après ça, la demande n'est plus valide. Il va falloir refaire une nouvelle demande pour août 2024, par exemple. Donc, on détruit, à cause de la loi sur la protection de la vie privée, après 1 an, on détruit les dossiers. Est-ce que tu peux remettre ton contact WhatsApp sur l'écran? Ça va défiler vite, je m'excuse pour ceux qui vont avoir mal au cœur.
Après ça, donc, il y a une question auquel on a répondu déjà, mais peut-être que la personne a pris la présentation en cours. Est-ce qu'il y a des bourses pour les étudiants méritants? Oui, définitivement. Donc, dans différents domaines, soit par programme, on peut offrir des bourses ou par l'implication communautaire ou des choses comme ça. Il y a des bourses additionnelles, mais il y a des bourses automatiques. Donc, dès la première année, vous avez une bourse de 100 $ par tranche de 3 crédits. Donc, vous suivez 10 cours par année, qui est 3 crédits chacun. Donc, 30 crédits, vous allez avoir accès à 1 000 $ dès la première année. Et si vous maintenez une moyenne de 80 % et plus, à partir de la deuxième année, vous êtes éligible à 200 $ par tranche de 3 crédits, donc 2 000 $ par année de 10 cours universitaires chez nous. Donc, à peu près 3 000 $ si vous avez des bonnes notes là, à partir de la deuxième année, mais 1 000 $ automatiquement là, dès la première. Donc, une question, ça va être la dernière parce que, bon, le temps file quand même. Donc, est-ce qu'une personne handicapée ayant des soucis de santé peut être prise au Canada alors que ce dernier a un diplôme de Bac+2 dans un domaine comptable épais? Donc, toujours, j'ai envie de dire que la décision va jouer au niveau des RCC pour des questions de santé. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas discriminer, mais il y a quand même une évaluation médicale qui doit être faite avant l'approbation finale de la demande de permis d'études ou toute demande d'immigration. Et donc, dans ce sens-là, je dirais que ça jouerait plutôt à ce niveau-là, pas au niveau de l'université. Nous, comme on mentionnait tantôt, là, on a des mesures d'accompagnement possibles en fonction de ce que les gens apportent, mais je dirais que selon la condition médicale, ça pourrait jouer plutôt au niveau du RCC. OK, bien écoutez, juste une dernière, une observation, donc avant qu'on termine. Donc, sur la slide qui montrait où vous parliez du bureau de l'International, il y avait un lac et puis il y avait comme une espèce de maison qui flottait. Est-ce que c'est vos bureaux? Non, c'est drôle. Hein? C'est drôle que tu as ciblé cette slide-là spécifiquement parce que je me disais que c'était pas une bonne photo pour le bureau de l'International, mais c'est une photo à Yellowknife, qui est une ville dans une communauté dans les territoires du Nord-Ouest qui sont plus au nord que nous-mêmes. C'est drôle quand eux, ils parlent de nous, on est au sud, mais ils sont plus au nord que nous. Et c'est un voyage qui a été fait dans le cadre d'un cours sur la nordicité en partenariat avec le Collège nordique à Yellowknife. Donc, les étudiants ont fait 2 semaines de leur bloc à Kapuskasing, puis ont fait 1 semaine de leur bloc à Yellowknife. Donc, justement, devant cette belle scénette-là de maisons flottantes. Écoutez, moi, si j'étais plus jeune, là, je pense que je suivrais ce cours-là d'études des enjeux humains et sociaux parce que ça a l'air de tout ce qui se passe dans ce cours-là, ça a l'air fascinant. Plus on en apprend, plus on découvre qu'effectivement, c'est effectivement un programme qui est fait pour les aventuriers, comme Daniel le disait. Mais puis excuse, j'ai envie de laisser pauvre Dan parler parce que là, on juste peut-être préciser, tu vois, que chaque année, on a des voyages découvertes qui sont organisés par l'université et puis comme les destinations sont variées, ça permet aux étudiants de découvrir du pays ou encore de découvrir l'international. Il y a justement un cours qui est en train de se développer en partenariat avec, là, j'oublie le nom, mais une université en Martinique. Et donc, un peu la même formule qu'on a vue ici, mais 2 semaines de cours au Canada, 1 semaine de cours en Martinique. Donc, on n'est pas toujours en voyage. On met du sérieux dans notre démarche aussi, mais c'est quand même intéressant là, quand on a l'occasion d'intégrer un voyage dans le cadre d'un cours. Malgré que des fois, il y a quand même des cours très intéressants. Là. Donc, celui en Angleterre, par exemple, c'était sur l'histoire de Shakespeare. Ensuite, on avait un sur le « je me moi », là, sur les mimes. Je ne sais pas comment on le dit, on le dirait par chez vous. Là. Mais donc, c'est des fois des cours vraiment intéressants. Il y avait un sur les sacres, c'est quoi? Les jurons. Donc, c'est comment voilà la différence entre les jurons anglophones, les jurons canadiens-français, les jurons en France. Ça a été très, très intéressant, celui-là. J'en ai appris des nouveaux là, que j'ai intégrés à mon vocabulaire. Tout à fait. On a aussi un voyage qui s'est fait au Canada dans le cadre du cours de Les religions du monde, où on amène le groupe soit à Toronto ou Montréal. On apprend sur 30 différentes religions et ensuite on visite le site religieux ou le site de prière, souvent pour être capable d'observer
une cérémonie de quelque sorte. Donc, tu sais, que ce soit comme un temple bouddhiste ou un temple sikh. Donc, tu sais, c'est pas juste comme apprendre, chez les Sikhs, on nourrit les gens parce que ça les rend égales, etc. Mais on arrive à l'heure où le repas est servi, on a la chance de manger avec les gens. Donc, tu sais, ça rentre de façon beaucoup plus concrète dans ton cerveau puis dans ta chair et tes os que quand tu fais juste le lire dans un livre. C'est pas une interprétation par un professeur, c'est de vivre l'expérience. Ça, c'est très important chez nous. Et puis, donc, est-ce que vous serez en France bientôt? Oui, tout à fait. Donc, tu as mentionné tantôt les portes ouvertes en France. Donc, c'est certain qu'on va avoir une présence là. On a justement une rencontre là, qui enchaîne celle-ci pour finaliser le qui va voyager où, quand. Mais c'est certain qu'il y a les journées portes ouvertes de l'ambassade. On va aussi être au Salon Figaro là, qui enchaîne la fin de semaine du, 14 et 15. Aussi. Et on va aussi être présent à Lyon au mois de novembre. Au salon aussi, c'est un salon, le Figaro aussi, qui a lieu au mois de novembre. Donc, le 13, le 13 octobre, vous allez être à l'ambassade du Canada, 130 rue du Faubourg-Saint-Honoré, et le 14 et le 15, vous serez au salon le Figaro étudiant, salon post-bac. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette session. C'était vraiment, j'en ai appris beaucoup. C'est une très belle institution. J'espère que les gens qui ont écouté la session d'information ont aussi trouvé ça très intéressant. Et puis, j'espère qu'ils viendront nombreux pour vous rencontrer le 13, 14 et 15. Et ça va nous faire plaisir, nous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci. Bye. Bonne soirée. Au revoir.